Bienvenue dans Domino Podcast, le podcast dédié à l'exploration des technologies du Web3, de la blockchain et des crypto-monnaies. Si tu es curieux et que ces sujets t'intéressent et que tu souhaites en savoir plus, tu es au bon endroit. Je me présente, je suis Samuel Vico, professeur, entrepreneur et podcasteur. Dans Domino Podcast, nous allons explorer ensemble le potentiel de ces nouvelles technologies et discuter des applications, des défis et des opportunités qui en découlent avec des professionnels et des passionnés. Sans plus tarder, déclenchons l'effet domino. Alors, bienvenue Achille. Merci. Un plaisir de t'avoir avec nous. Tu veux plaisir. C'est vraiment une chance de t'avoir, d'autant plus que on va quand même parler un peu aujourd'hui crypto-monnaie, blockchain, Web3, mais surtout, je vais déjà commencer par te présenter parce que le CV est quand même conséquent. Donc, Achille Agbe, entrepreneur, fondateur donc, de l'AIC Corporation. Tu nous en parles un peu plus. Auteur du livre Les ICO, IPO, la nouvelle économie du financement et des entreprises, que j'ai lu. J'ai pris le temps de lire. Speaker et consultant, expert en equity, expert en finance décentralisée, expert en tokenisation des assets, et en plus tu as fait partie du Forbes 30 Under 30. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Tout est à faire encore. Ok, top. Donc il y a encore des choses dans les tuyaux. Il y a des choses dans les tuyaux. Ok, c'est ça qu'on aime savoir. Voilà. Du coup, revenons un peu sur ton... En tant qu'entrepreneur, donc tu as fondé EIC Corporation. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Qu'est-ce que c'est? Et quand est-ce que tu as lancé cette initiative? Déjà, moi je pense que l'entreprise c'est d'abord une création. La création de la valeur, de la richesse, je crois que ça fait partie de notre mission, de nos missions, tu vois, de notre parcours de vie sur la Terre. Et c'est très important, tu vois, faut pouvoir y laisser ses marques. Et c'est exactement en fait ce que j'ai fait justement. J'ai peut-être eu la chance de commencer un peu plus tôt, juste après le bac. Donc voilà, du coup je rentre comme ça en fait dans le monde du business. D'abord dans un processus de création de valeur et de richesse, ce qui m'amène à fonder EUC. Sur le long du parcours, je multiplie formation, expérience. Et je suis quelqu'un de très pragmatique. Donc j'évite moins la contemplation. J'aime l'action et l'opération. Parce que pour moi, c'est le marché qui oriente la stratégie, c'est pas le discours. Donc voilà un peu comment je démarre, je commence, voilà, un parcours empreinte de beaucoup d'expérience et forcément de hauts et des bas. Voilà. Peut-être si tu veux, je peux te dire un petit mot sur mon parcours. Vas-y, par ton parcours. En plus, alors, toi, tu as commencé, déjà tu viens de Côte d'Ivoire et tu as commencé en Côte d'Ivoire. Donc vas-y, dis-nous en plus. Alors, comment ça démarre? De base, je suis scientifique, donc j'ai eu un bac scientifique. Mais très tôt après, je m'oriente en fait dans la profession légale. Donc, j'entre à l'université comme ça, en première année, 2009. Voilà. Je décide justement de fonder l'organisation EUC. Le constat de base était tout simple. Beaucoup de personnes se plaignent du fait que n'ont pas assez de ressources, de l'argent et tout. Et le salaire, en fait, juridiquement, le salaire a un caractère alimentaire. D'accord. C'est pas une mesure d'enrichissement. Donc du coup, le salaire de base, il n'est pas fait... Aujourd'hui, en plus j'ai vu une étude sur ça. Aujourd'hui, je pense que personne n'a créé ne s'est enrichi juste avec son salaire. En règle générale, il y a des personnes qui économisent très bien, mais en règle générale, ce qui fait que les gens s'enrichissent ou créent de la valeur, c'est plus les investissements qu'ils vont faire. Exactement. Donc c'est ça la base. Donc le salaire n'a pas de vocation à l'enrichissement, ça a juste une vocation alimentaire. Tu vois, mais beaucoup ne le savent pas. D'accord. Donc moi tout de suite en fait je décide justement de fonder une organisation, mais le conseil était là. Tu sais, dans la loi de l'enrichissement, il y a plusieurs étapes. Pour être riche, c'est un parcours. La richesse, c'est un style de vie. D'accord. La richesse, c'est une attitude. C'est un comportement. C'est pas avoir beaucoup d'argent. D'accord. Donc, c'est pas le montant. L'objectif, c'est pas combien on a dans le compte en banque. Non. Bon, là c'est notre... Vas-y, dis-nous un peu. La richesse, c'est quoi? La richesse, c'est un style, c'est un comportement, c'est une conséquence de. Tu vois? D'accord. Alors, je peux le schématiser en plusieurs étapes. C'est exactement ce qu'on développe au sein de EUC. Donc, il y a 5 lois qui font la richesse. 5 lois. La première loi, c'est la loi du travail, bizarrement.
Très C'est la clair. base. La base. Voilà, Ok. c'est la base du travail. Ok, on travaille. Voilà, du coup, quand tu travailles, en fait, il faut passer à la loi suivante, Ok, qui est la loi de l'accumulation. d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que quand tu travailles un tout petit peu, il faut pouvoir avoir une capacité d'accumulation qui soit de 20% de ce que tu perçois. Donc à chaque fois que je gagne 100 euros, je mets 20 euros de côté. Nécessairement. Un principe de base. Un principe de Ok, base. très bien. Avant de toucher ou d'exécuter une dépense quelconque. Ok, Il faut avoir ce réflexe-là. ok, La troisième loi, c'est la loi de l'investissement. ok. Là, l'investissement. Tu vois, là, on n'est pas encore riche. Hein. Ouais, Tu vois, ok. c'est tout un parcours. Ok, très Quand bien. on travaille, l'accumulation. On travaille, on accumule. Comment j'enrichis du coup? Du coup, dans la loi de l'investissement, en fait, tu vas commencer en fait à investir. Et pour investir, en fait, il faut mettre ton argent là où la valeur se crée. Ok. La valeur se crée dans les entreprises. Dans les entreprises. Ok, Qu'elles soient cotées ou non cotées. ok. Donc, arrange-toi à placer tes fonds dans une entreprise. D'accord. Voilà. Donc, du coup, c'est la loi de l'investissement. Très bien. La troisième loi. Ok. Quand tu fais ainsi, c'est pas tout. Tu appliques la loi, la quatrième loi, qui est la loi de la protection. La protection. Donc, je dois protéger mes assets, je dois protéger ce que j'ai. Exactement. Et la protection, Comment je fais pour les protéger? Très bonne question. Il y a 3 niveaux de protection. Ok. La première protection, c'est la protection par la formation. L'information. Par la formation. La formation. Ok, l'éducation. Bien sûr. Ok, donc ultra important de savoir, de m'éduquer sur mon sujet. Sur ton sujet, sur ton investissement, le secteur dans lequel tu as mis ton argent. Ok. Donc la formation que tu fais, l'éducation financière que tu fais, est une forme de protection. C'est la base. Ok. En fait, le fait de se former, C'est une protection. c'est une protection. Exactement. C'est la première fois que j'entends ce point-là. C'est ça. Et c'est super intéressant. Ah. C'est top déjà. Là, on commence fort. Vas-y. C'est le premier niveau de la protection. Ok. Le second niveau de la protection, c'est la protection réglementaire. Réglementaire, très bien. Ça veut dire en fait qu'il faut être en phase avec César. Donner à César ce qui est à César. Ouais. Donc tu payes tes impôts issus de tes investissements. C'est exactement ce que nous faisons. Ouais. Nous on a pas mal d'actifs dans n'importe côté, non côté, on en parlera de façon peut-être beaucoup plus précise. Mais en fait on est fiscalisé également. Ok. Donc, et là en fait tu es en accord avec toi-même, c'est ce que tu contribues, tu développes, tu t'enrichis aussi, c'est ça. Ça c'est le second niveau. Et puis le dernier niveau, c'est la protection spirituelle. Ok. Cinquième point, spirituel. Non. C'est le troisième niveau de protection. Ah, troisième niveau de protection dans le quatrième point. D'accord, ok. Voilà, il y en a 3. Ouais. L'éducation, la protection réglementaire et la protection spirituelle. Ok. La protection spirituelle, souvent c'est un niveau très important. Ok. Chez les chrétiens, c'est payer la dîme. Ok. Chez les musulmans, c'est faire la zakat. Ok. Dans d'autres formes de religion, c'est vraiment le don. Ouais. Faire du don, la charité, c'est très important. Ouais, ouais. Bah, Partager. on retrouve aussi chez les juifs, chez les chrétiens, chez les musulmans. Chez les musulmans. Ok. Exactement. D'accord. Du coup, ça reste quand même un. Alors, on n'entend pas souvent dans l'investissement. Je ne pense pas qu'on va beaucoup entendre. Oui, il faut une partie spirituelle dans le fait d'investir. Ah, c'est très important. Mais c'est très important. Ouais. Mais si moi, imaginons, moi je crois pas en Dieu. Imaginons, je suis quelqu'un dans notre Dieu. Voilà, dans notre audience, pour moi, Dieu n'existe pas. Mais comment je fais? Tu sais quoi? Je serais pas riche? Tu sais qui est Dieu? Oh, vas-y. Dieu c'est toi. Ok. Dieu c'est le prochain. D'accord, c'est ok. Mais ouais, faire du bien à ton prochain. Faire du bien à mon prochain. Ouais. D'accord. Dieu c'est toi, Dieu c'est moi. D'accord. Quand tu fais du bien à une personne, Ok. tu fais un don, tu vois, tu fais quelque chose pour la personne. Ok, c'est-à-dire qu'au-delà du simple fait que je peux prendre cet argent et le donner à l'église, à la mosquée, à la synagogue ou quoi que ce soit, c'est simplement le fait de me dire, peut-être je prends une partie de ma richesse et je la repartage et je fais du bien autour de moi. Exactement. Ok, d'accord, je vois. Ok. Du coup, là, je pense que tu vas réconcilier tout le monde. Parce que là, je suis sûr, au début, il y avait déjà des personnes qui commençaient à dire, oh ouais, là, ça commence à parler de religion. Ah, non. Je pensais qu'on allait parler blockchain, et là, d'un coup, on parle de religion. Non, mais Ok, c'est de la protection. c'est de la protection. Parfait. Et la dernière loi de la richesse, La dernière, c'est la loi de la réalisation. la réalisation. Du coup, ça veut dire que tu as travaillé, Ok, tu as accumulé, ok, tu as investi, ok. tu as protégé, tu réalises. Donc il y a une parole qui dit ceux qui s'enrichissent encore. Ok, Alors de la multiplication. d'accord. Donc quand tu es dans ce cercle vertueux-là, à chaque fois que tu as l'argent, tu vas réinjecter. En réinjectant, tu vas te réaliser, tu vas réaliser beaucoup. C'est pour ça que tu verras que beaucoup de milliardaires ont énormément de réalisations. Ok, C'est la loi de la multiplication. ok. Du coup, dans le terme financier, c'est les intérêts composés. C'est les intérêts composés. Ok, Voilà. c'est le fait de pouvoir, j'investis 100, grâce à ça, j'ai gagné 110, bah je réinvestis Tu 110. réinvestis 110. Ok, Voilà. très bien. Ça, C'est pas je mange directement les 10 et je réinvestis que 100.
Exactement, c'est-à-dire tu as gagné, Ouais, tu as de l'argent, ouais. tu réinjectes encore dans un business Ok. et ça s'accumule. Ok, parfait. C'est simple que ça. Ok, bon, top. Et du coup, au travers de EIC, moi je connais un peu l'histoire, tu l'as créé avec des amis Étudiant. étudiants. Ouais. C'est-à-dire que, déjà, on va reprendre ce point, en tant qu'étudiant, on peut créer quelque chose qui devient aujourd'hui à combien de personnes? 3 000, 5 000? 6 000. Ok, autant pour moi, 6 000 personnes dans EIC. Et ça, c'est quelque chose que tu as créé au fil du temps. Ouais. Ça fait combien d'années que ça a été créé? 14 ans. Ok, donc c'est aussi quelque chose qu'il faut dire. Ouais. Parce que les gens qui pensent que la gloire arrive du jour au lendemain, quand on voit tout ça, il y a quand même des choses qui ont été construites et c'est depuis que tu es étudiant. Donc ça, chapeau bas. Ben c'est important, tu sais. C'est pour ça que je pense que pour moi, la bonne période pour créer, Ouais, c'est lorsque on est étudiant aussi. je suis totalement Tu d'accord vois, avec ça. même quand tu regardes Max Zuckerberg, tu verras tous ces grands génies, enfin la plupart d'entre eux, c'était vraiment quand ils étaient étudiants qu'ils ont eu vraiment ce coup de génie. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé indirectement. Hein. C'était pas, je dirais pas que c'était pas prévu, mais ça faisait partie du parcours de l'expérience. Je vois. Voilà, donc du coup, je crée réussi avec les amis, on est quelques 10 personnes, comme tu dis, en Côte d'Ivoire, donc Abidjan. Et tous les 10, on épargnait moins de 3 euros le mois. Ok, On a commencé comment ça en fait? C'était 30 euros. ne pas avoir peur de commencer petit. Tout le monde commence tout petit. Ok, Si tu fidèle le petit principe, tu en seras encore plus dans les grands. dans le grand. C'est une question de principe, Ok. d'éducation. Donc quand on commence comme ça, l'argent qu'on gagne tout le mois, bon, on l'investit. Et moi, bêtement ou bonnement, j'achetais des actions Ok, sur le marché financier. d'accord. Mais comment alors, on revient un peu en arrière. Il y a 14 ans, il n'y avait pas eToro, il n'y avait pas les crypto-monnaies, il n'y avait pas toutes ces applications, Robinhood, tout ça, Ouais. pour pouvoir investir à partir d'1 euro ou de 3 euros. À quel moment en Côte d'Ivoire, parce que il y en a certains qui vont se dire mais il n'y avait pas la bourse en Côte d'Ivoire, à quel moment, en Côte d'Ivoire, un jeune d'à peine 18 ans, peut-être 10 jeunes, qui investissent peut-être chacun 3 euros par mois, comment tu investis dans la bourse? Mais en fait, il y a la bourse en Côte d'Ivoire. Ok, Donc, d'accord. Il y a le marché financier en Côte d'Ivoire. Très bien. Ça existe depuis 1975, donc c'est la Très première bourse francophone d'inspiration. Ok, Donc tu as des boîtes qui sont cotées, tu as Bolloré, tu as Société Générale, tu as toutes ces boîtes qui sont cotées en fait, sur le marché financier, donc c'était peut-être un avantage. ok. Du coup, moi je crée le groupe, je crée l'organisation avec les amis, et puis on se met à acheter les titres. Très bien. C'est vrai qu'à l'époque, c'était rare de voir, c'était quasiment impossible de voir les jeunes de notre qualité en fait faire ça. Ouais. Et ça, on a choqué franchement tout le secteur. Jusqu'à aujourd'hui, on choque encore des gens qui n'ont pas présents sur ce marché. Mais on s'est mis dans un processus d'éducation. Et on avait une relation aux instruments financiers, ce qu'on appelle aujourd'hui les actions et les obligations. Ok, On avait une relation commerciale. d'accord. Ça veut dire que quand on achetait une action, on n'achetait pas l'action dans le but de se marier à l'entreprise. Ok. On achetait l'action comme si on avait acheté un téléphone à 100 euros, qu'on allait revendre à 150 euros. Ok. Donc on était dans un but comme ça. Je voyais les actions, les obligations, c'est exactement comme des produits. C'était le début du trading, quoi. Je dirais que c'était le début de l'entrepreneuriat. Ok. Alors, du coup, c'était pas que l'investissement. Là, on était vraiment rentré dans un projet entrepreneurial. Entrepreneurial, Ok. déjà de base. Ok. Donc on avait une relation commerciale aux actions. Ok. J'insiste sur le mot commercial, c'est l'achat et la vente. Ok. L'achat et la vente. Très bien. L'achat et la vente. Donc on rachetait et quand les coûts montent, on revend. Donc c'est ça notre activité. D'accord. Exactement comme un entrepreneur qui crée son produit, Ok. qui vend, il engrange des bénéfices. Ok. Et du coup, on a recapitalisé année après année, on a augmenté le niveau de participation. Ok. Et à la fin des études, vers 2012-13, par là, ben, on avait un portefeuille estimé à plus de 100 000 euros. 100 millions, parfait. Et moi, j'ai démarré ma carrière en Allemagne en 2013, Très bien. 14, voilà. Et du coup, dès que j'arrive dans le monde du travail, je réalise en fait que on a de l'argent avec Un asset de. Voilà, et je fais la part des choses très claires. L'argent, la richesse à part, le boulot à part. Ok. C'était très clair dans ma tête. J'ai compris qu'il fallait bosser, pas passion. Il ne fallait pas bosser pour l'argent. Parce que l'argent, c'est une conséquence. Je vois. Mais si tu veux être riche, c'est toute autre chose. Ok. Donc, quand c'était hyper clair pour moi, comme ça, 6 mois après, je démissionne. Ok. Et je décide maintenant de populariser l'organisation en dupliquant, mais aussi simple que possible, notre expérience. Ok. Donc, en dupliquant notre expérience, en groupe de 10,
on a fondé aujourd'hui près de 600 groupes qui nous sont similaires. Ok. C'est ces groupes-là que j'ai appelés donc les clubs d'investissement. D'accord. Ce sont ces groupes-là qui animent la Lyon Bank. Ok. Donc ça fonctionne toujours. Ok. Donc chaque jour, chaque seconde, les gens ils investissent. Ok. Voilà, c'est vraiment Bah, on va reprendre le temps de la Lyon Bank parce qu'il y a aussi un token qui est en train de sortir, que j'ai vu et qui est vraiment top. Mais on va en reparler, ça on en reparlera à la fin, comme ça on garde les gens un peu en haleine pour savoir. Avant d'enchaîner donc sur la deuxième partie, qui est notre partie un peu débat où on va vraiment mettre un sujet sur la table, j'aimerais savoir un peu avec toi, parle-moi un peu de ton livre. Donc moi j'ai pris le temps, hein, j'ai lu le livre, les ICO et IPO, donc déjà dans les snacks podcasts comme j'aime les appeler, en fait je redéfinirais qu'est-ce qu'une ICO et une IPO, donc on n'a pas besoin de le réexpliquer, si les gens veulent le savoir, ils iront qu'à le voir dans les snacks podcasts. Parle-moi un peu de ce livre, pourquoi tu l'as fait, parce que ce livre aussi se base beaucoup sur l'économie en Afrique. Tout simplement, c'est l'économie en Afrique dont tu parles dans ce livre. Dis-moi en plus. Alors, d'où sort le livre en fait? Je commence à me jeter l'idée du livre en fait lorsque je maximise mon expérience pratique sur la finance de marché, puisque tu as compris que je commence par la finance de marché, je développe une nouvelle expertise. En 2014-15, à ma démission, on décide maintenant d'investir dans l'économie réelle, c'est-à-dire dans des entreprises réelles. Donc du coup, on était à la fois sur le marché et dans l'économie réelle. Donc en allant sur l'économie réelle, en fait, on développe le financement en private equity. Très bien. Ça, c'était la base de notre engagement, on va dire. Et du coup, je me dis, tiens, il faut mettre en place aussi un livre, peut-être technique, mais pratique, qui va décrire l'expérience et qui permettra en fait à la fois aux entreprises de comprendre le process. Parce que la finance est une complexité. Pour moi, la finance est une industrie. Ouais, voilà. Totalement. Donc du coup, l'idée vient comme ça. Donc je maximise mon expérience aussi, mon background aussi dans ce livre. Donc j'ai à la fois un background de juriste d'affaires. Ensuite, je fais un MBA à EDEC en administration d'entreprise. Je continue encore avec un autre MBA en finance internationale à l'ESSEC Paris. Et je finis par une thèse en droit financier. Donc il y a d'abord la dimension d'une pratique scientifique, puisque écrire un livre, c'est aussi avoir ce que j'appelle l'intelligence scientifique, d'abord de base. Et puis ensuite, il y a la vocation de pouvoir apporter un instrument novateur qui pourra en fait soutenir la mission de l'organisation, qui est celle-là de promouvoir l'éducation financière et l'inclusion financière. Voici ce qui motive en fait la création du livre. Donc effectivement, ce livre aborde en fait, on va dire, de réalité. La réalité sur les marchés financiers dont j'en parle dans la première partie du livre. Et la seconde partie, c'est vraiment sur les ICO, la nouvelle économie du financement. Comment par l'émission d'un token, on peut arriver à faire financer son exploitation en tant qu'entreprise. C'est exactement ce qu'on a réalisé en termes de plateforme de services via la Lyon Bank et Capital Lyon dont on en parle aujourd'hui. Ok, donc super. C'est vrai que, alors, le livre, moi je l'ai lu. Moi après, la finance, ça fait partie de mon domaine. Du coup, j'ai pas eu trop de complexité à le comprendre. Mais tu penses que est-ce qu'il est accessible à tout le monde ou il faut quand même avoir un background? Après, la première partie explique quand même bien. La première partie explique quand même bien les termes, les choses. Donc on se place dans un contexte, mais c'est accessible à tout le monde du coup. Ouais, c'est accessible à tout le monde. Pour bien sûr les personnes qui veulent investir. Ok. Et aussi, c'est accessible aussi pour les entreprises. Ok. Pour voir le niveau de préparation auquel elles doivent s'apprêter. Ok. Si elles décident justement de s'embarquer sur le financement. Ok. Parce que du point de vue de l'entreprise, le financement, c'est une stratégie. Ouais. Autant on est là-bas une stratégie commerciale marketing, autant on est là-bas une stratégie financière. Ok, top. Du coup, on est rentré dans tout ça. Ouais. Maintenant, on va parler de notre sujet juste après une petite pause. On va parler un peu plus donc de l'investissement en Afrique. Pourquoi la blockchain, le Web3 et les crypto-monnaies sont en fait une opportunité pour l'Afrique. A tout de suite. Alors, on est de retour. Du coup, aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, on va parler ensemble de l'investissement en Afrique. Pourquoi? En fait, on en entend souvent parler. La République centrafricaine, dont tu connais très bien le sujet, a fait ce choix de s'orienter vers les blockchains. Tout le monde en parle en disant que
la blockchain ouvre en fait un aspect nouveau, de nouvelles perspectives. Elle permet un peu de rebattre les cartes pour l'Afrique, de sortir un peu de tout ça. Dis-moi, selon toi, en fait, quelles sont les opportunités pour l'Afrique? Pourquoi l'investissement est important et surtout pourquoi le Web3 est important dans ce mouvement-là? Alors, tu sais, moi j'ai une approche en investissement qui est particulière. Okay. Tu vois, je vais peut-être porter la casquette du géopoliticologue. Ok. Voilà, pour dire quoi? Pour dire en fait qu'on est exactement dans le monde, tu vois. Ouais. Le monde, ce sont des forces, ce sont des puissances qui s'entrechoquent. C'est la création de la valeur, de la richesse, c'est l'enrichissement des acteurs, des individus, des personnes qui animent les différents écosystèmes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, il y a plusieurs leviers qui permettent en fait aux acteurs, donc aux États, aux personnes d'accéder à la richesse. Donc, il y a des leviers. Donc, il y a bien entendu le levier politique, qui est une mesure viable. Il y a le levier économique, donc le développement de l'entreprise. Il y a ensuite le levier financier. Ok. Tu vois, on pourrait peut-être citer aussi le levier religieux, puisque dans certaines régions du monde, voilà, la religion joue un rôle beaucoup très important, justement de la finance islamique, par exemple, tu vois, au niveau du Middle East. Mais disons les trois leviers. Okay. Donc de ces trois leviers, quel est le levier le plus important? Le plus important, c'est ni la politique, c'est ni l'économie, c'est la finance, c'est les capitaux. Ok, pourquoi? Je te donne la réponse. Pourquoi c'est les capitaux? C'est les capitaux parce que ce sont les capitaux qui financent la croissance, qui financent le développement. Tu vois, aujourd'hui on dit non que l'Afrique est en retard, tu vois, de façon générale, et toi en interne. Mais ce qu'on ne dit pas assez dans les médias, c'est qu'on a un marché financier, donc de capitaux, qui n'est pas profond. Donc du coup, lorsqu'on fait le classement des places financières mondiales, bien entendu les États-Unis c'est la première place mondiale. Tu as les États-Unis, tu as bien sûr Shanghai, la Chine, l'Europe et tout ça. Et l'Afrique, on n'est vraiment pas dans le top 10. Bien sûr. Tu vois, c'est ça le gros problème. Et surtout là, on parle, là tu as bien dit de l'Afrique, on ne parle même pas d'un pays en particulier. Mais de l'Afrique. Après, il y a les fers de lance en Afrique, c'est qui? C'est le Nigeria, l'Afrique du Sud déjà, mais je pense qu'au niveau du classement mondial, l'Afrique du Sud, c'est carrément, je crois, doit occuper la 12e place mondiale. Tu vois, en termes de marché. 12e, c'est ça? Non? 12e. Ok, Le top 12, l'Afrique du Sud, tu vois. Ok. Mais quand tu retires en fait le marché sud-africain, avec tous les autres, on retire tous les autres pays africains de cette place-là, finalement, il ne reste pas grand-chose. Voilà. Mais quand on parle de place financière, pas juste voir la place financière, il faut y voir les capitaux. Quand on parle de capitaux, il faut y voir les individus. Toi, moi, les personnes, les citoyens d'une économie. Tu vois, c'est ça en fait. Du coup, effectivement, comme tu dis, il y a ce besoin. Aujourd'hui, on peut rarement créer de la valeur, ou en tout cas, on va avoir un plafond si on n'a pas les moyens de nos ambitions. Un terme qui est simple, le fait d'avoir les moyens de ses ambitions, de savoir que si je veux faire grandir mon entreprise à un tel niveau, si je veux monter mon business à passer un nouveau cap, pour ça, il faut que, au final, j'investisse. Il faut que j'ai des capitaux, mais sauf que où est-ce que je vais trouver ces capitaux? Bonne question, je pense que tu m'as dévancé même dans la réflexion. Ok. Restons au stade purement primaire, Vas-y. C'est-à-dire qu'on parle d'investissement, c'est ça la question. C'est ça. On parle de développer un pays, de développer une économie, de rendre des gens prospères. D'accord? C'est ça. Il y a des indicateurs, il y a des mesures. Donc, lorsque dans un pays on a une place financière, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur cette place financière, il va y avoir l'acteur, l'élément majeur de la richesse. Et le moteur de la richesse, c'est l'entreprise. Parce que sans entreprise, il n'y a pas de valeur créée. Donc, puisque quand on parle de place financière, ceux qui sont cotés, qui sont listés, ce sont des boîtes qui viennent lever des capitaux pour financer la croissance, pour créer des emplois. Tu vois, c'est à ce niveau-là en fait qu'il faut regarder. Mais lorsqu'on se trouve en Afrique, un continent de près de 1 milliard d'habitants, que sur les 53 États, il n'y a que malheureusement 23 pays qui ont une place financière, et que la moitié du continent n'a pas de place financière. Tu comprends déjà que c'est là en fait pour moi la graine de la pauvreté. Parce que aussi longtemps qu'on ne met pas en place un marché financier africain qui mobilise en fait les meilleures entreprises sur le marché, qui va derrière avoir un effet très important, puisque l'actionnariat c'est ça. Donc le second élément c'est l'actionnariat. Donc l'actionnariat c'est le fait
pour une population. Parce que en économie, l'individu est appelé agent économique. Ok. En droit, on dira que c'est un sujet de droit. Ok. Donc moi je suis un agent économique, et un agent économique doit produire. Ouais. D'accord. Donc ma production, c'est participer aussi au développement du pays, participer en fait au PIB. Mais j'y participe effectivement si j'investis à mon niveau. Ouais. L'épargne égale à l'investissement, égale à la richesse. Donc si on a une place financière et qu'on a un beau taux d'actionnariat national dans les économies africaines, je pense qu'on résout le problème. Pourquoi? Parce qu'on va mobiliser de l'investissement qui va être injecté dans les entreprises. Ces dernières vont développer, vont travailler, ça va enrichir les acteurs et ça crée l'économie. Ok, donc il faut avoir de l'épargne. Ok, ça, il n'y a pas de souci. Je pense que tout le monde est capable d'épargner avec un peu de volonté. Dès qu'on a épargné, maintenant, le tout, c'est de la faire fructifier. Et lorsque on va faire, donc, l'objectif, c'est de la placer dans une entreprise, dans cette entreprise pour que cette entreprise puisse créer de la valeur, développer, donc créer de la croissance, faire de l'argent. Ok, maintenant, du coup, comment, ça c'est le principe de l'investissement, donc c'est bien de reposer les bases. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment la blockchain, et tout se fonctionne ensemble. Très bien. Donc du coup, quand on a dit ça... Attends, on va juste reprendre, je vais reprendre la question. Et donc il refera ça au montage. Du coup, maintenant qu'on sait ça, maintenant on sait les bases de l'investissement, comment est-ce que la blockchain, le Web3, apporte en fait réellement une solution? Alors, je vais te répondre par la solution que j'ai proposée. Ok. C'est beaucoup plus pratique. Exactement. Et on est dans le sujet. Là, on est dans un use case parfait. Et c'est bien pour ça que tu es là. Ah ben voilà. Voilà. Donc, je te réponds pratico-pratique. Ok. Et comment est-ce que la blockchain justement permet ça? Et comment est-ce qu'on arrive justement à créer des nouvelles niches de valeur, d'opportunités à la fois pour les entreprises comme pour les individus. On est bien d'accord que lorsqu'on parle d'investissement, on parle d'abord d'investir dans l'économie. D'accord? Dans le secteur. Ouais. Mais on investit à partir d'instruments financiers. Okay. Si toi aujourd'hui tu es une entreprise, que tu veux avoir des fonds, tu vas soit émettre un instrument de dette, ouvrir ton capital, émettre une obligation. Il y a plusieurs instruments financiers. Okay. Tu vois? Ouais. Donc le lien qui lie l'investisseur à l'entreprise, c'est un instrument financier. D'accord. Donc les obligations, c'est les obligations d'État, les obligations d'entreprises privées. Ok, donc c'est des prêts, voilà. Forme de prêt. Voilà. Tout ça, ce sont les instruments financiers. Ok, très bien. Donc les instruments financiers, ce sont les actifs que vont acheter les investisseurs pour pouvoir investir si tu veux. Donc c'est le véhicule qui permet à l'investisseur en fait, de toucher en fait, l'opportunité qu'on lui présente. D'accord? Voilà, donc ça c'est la règle. Maintenant, lorsqu'on regarde l'économie, on se rend compte que 80% des entreprises qui font la performance des économies nationales en Afrique ne sont pas structurées par exemple, premièrement. Elles ne sont pas listées, donc voilà, il y a des problèmes de gouvernance et tout ça. Voilà. Ouais. C'est sur cela que justement la blockchain apporte une solution concrète. Ok, vas-y. Voilà, donc du coup, quelle est la solution qu'on a développée au sein de EUC? On a fait digital, donc on a bâti une forte expérience. En 14 années, construit dessus plusieurs places financières. Donc légitime, en 14 années, il y a une vraie légitimité qui se place. Okay. Voilà, avec tout ce qu'on a pu gagner aussi au passage. Donc on a ce parcours qui est pratique, très pratique. Et à partir de là, on commence à investir dans l'économie réelle, aussi dans les entreprises. En ce moment, on développe une plateforme de financement, d'investissement, si tu veux, collaboratif ou participatif. En 2017, on shift notre plateforme sur la blockchain. Pourquoi on fait ça? Parce que la blockchain, en fait, d'abord, il faut définir ce qu'est la blockchain. De façon très simple, c'est une techno qui permet d'enregistrer les transactions. Très bien. La transaction, il faut l'entendre de façon hyper large, ça veut dire du tout. L'argent, c'est une transaction. Enfin, la transaction, c'est tout ce qui peut créer la valeur. C'est l'information qui peut créer la valeur. Voilà, du coup, on fait upgrader notre plateforme sur une infrastructure blockchain. Elle est robuste. La blockchain étant par ailleurs une technologie de confiance, crée la confiance, donc il y a là l'idée d'une gouvernance hyper claire, hyper majeure, donc ça c'est la première chose qu'on fait déjà de base. La seconde chose, la blockchain permet en fait de digitaliser des titres d'instruments financiers. Donc on arrive justement via la blockchain
à digitaliser en fait les actifs des entreprises pour leur permettre d'accéder au financement. Ok. Et c'est grâce à cette politique-là qu'on a justement mis en place le LIOR, tu vois. Et vu que je suis par ailleurs expert aussi de l'Union africaine sur les questions de finances et tout, on a pris justement des engagements de faire lister en fait 50 PME, 50 entreprises africaines, donc enfin on va dire sur les 50 pays sur lesquels on opère dans 30 pays africains, dans 20 pays hors Afrique, parmi l'Europe, le Canada, la Chine, donc sur les 50, on a 30 pays en Afrique, on a 20 pays hors Afrique. Okay. Tout ce qui est d'entreprises en Afrique, il s'agit de 30 entreprises, donc sur ces 30 entreprises, enfin ces 30 pays, on va lister 50 entreprises d'ici 2027 sur une place de marché. Okay. Exactement. Donc on a développé justement le marché primaire sur la blockchain, le marché secondaire sur la blockchain, et le LIOR est justement cet actif, donc ce token, comme on dit dans le jargon, qui permet en fait de digitaliser, qui permet d'assurer la gouvernance, qui permet de mesurer, qui permet de tout faire. Donc voilà un peu comment est-ce que la blockchain favorise en fait l'investissement. Du coup, si je repars un peu sur les bases, le LIOR, c'est ce qui t'aurait permis à toi d'entrer, on parle du HI il y a 14 ans qui lance EIC, bah, ça aurait été le premier asset, le premier véhicule que tu aurais utilisé pour pouvoir investir et faire grandir en fait ton épargne. Parce que aujourd'hui, le token, moi ce que j'aime beaucoup dans ça, et pour avoir travaillé donc, sur le sujet aussi en Afrique, l'aspect intéressant de la blockchain, donc la blockchain, technologie, tout a été défini. Ceux qui regardent ce podcast, normalement, comme j'ai dit dans les Snack Podcasts, il y a les définitions, donc ils ont les informations. Donc la blockchain, c'est vraiment le véhicule qui va permettre de mettre les choses en place. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? Parce qu'aujourd'hui, en fait, la blockchain, on entend énormément de choses. On a eu des scams, par exemple au Cameroun, il y a eu un très gros scam à une grosse échelle. Il y a eu même FTX aussi. Il y a eu FTX qui a été aussi une autre forme de scam, cette fois-ci pas qu'en Afrique, mais dans le monde, et qui a secoué le monde de la crypto. Tu m'as dit tout à l'heure que la blockchain, c'est un élément de confiance. Mais comment est-ce qu'on fait la confiance lorsque, en vrai, tout nous porte à nous dire, bah en fait non, il n'y a pas de confiance, parce qu'il y a toujours des escrocs qui peuvent faire des choses et créer des choses négatives. Comment je fais pour convaincre cette audience qui dit, bah non, j'y crois pas moi? Alors, tu sais, c'est vrai, la blockchain est une technologie infaillible. Je maintiens. Je persiste, donc de confiance. Et ta question qui est très belle, c'est ok, mais pourquoi il y a eu ça? En fait, ce qui a fait défaut dans le contexte FTX, ou même dans le scandale de cette plateforme, je ne sais plus, camerounaise. Ouais, je me rappelle plus du nom. Tout ça. Je pense que le problème qui a fait, qui a créé ce crash, c'était pas la technologie en elle-même, c'était la gouvernance. Totalement. La gouvernance, elle est humaine. Ça y est, le schéma organisationnel. Dans FTX, c'est la gouvernance. Voilà, FTX, on connaît le contexte. On n'a pas du tout appliqué en fait certaines règles prudentielles, notamment sur le fonds qui les gèrent en interne et tout. Voilà, donc voilà, on sait la suite. C'est ça. Pareil pour ce crash sur la plateforme camerounaise dont tu fais allusion. Je pense c'est vraiment la gouvernance. Voilà. Donc, mais c'est très important justement pour des personnes qui veulent investir via une infrastructure blockchain. Franchement, d'avoir un regard précis sur le mot de gouvernance. Et je pense que mon second livre parle de ça. Donc mon second livre qui sortira bientôt au mois de novembre parle justement de la réglementation des marchés cryptoactifs. Donc marché primaire, secondaire. Dans le cadre du financement des entreprises, il faut mettre en place des règles de gestion. Il faudrait aussi que les autorités en charge de la réglementation puissent définir les cadres réglementaires, voilà, que les hommes vont suivre. Mais la technologie, elle est infaillible, pas de problème. Oui, ça, la technologie, on sait qu'elle est infaillible. Maintenant, c'est la personne qui va contrôler cette technologie. Mais aujourd'hui, je pense, la question naturelle que les gens vont se poser, qu'est-ce qui fait que le LIOR a une bonne gouvernance? Très bonne question. Alors, déjà, ce qui fait que le LIOR a une très très bonne gouvernance, c'est déjà notre histoire. Ok, très bien. Notre histoire, nos preuves dans le monde entier. Très bien. Au mois de janvier de 2023, on figure dans le top 12
des meilleures plateformes de finance de marché européennes et avec la deuxième place. Top. Ok. Déjà ça. Ouais. Voilà. C'est L'année dernière, on a eu une super internationale à Dubaï. Voilà. Donc je vais citer notre mission. Notre mission, elle est universelle. Donc EUC, l'organisation qui porte le Lion, a déployé depuis 14 ans un vaste programme d'inclusion d'éducation financière à 5 niveaux: finance personnelle, finance d'entreprise, finance de marché, finance numérique et finance verte. Donc on a fait monter tous nos membres en compétences à un niveau d'expertise pour ce secteur-là. Ce qui leur permet, franchement, de façon tout à fait à l'aise, de prendre des décisions d'investissement parce qu'ils savent exactement comment la valeur se crée. Mais ce sont les éléments qui comptent. Il y a aussi notre impact, notre schéma organisationnel, puisqu'en fait, dans chaque pays où on opère, on est d'abord et avant tout une organisation de droit local. Donc, tu vois, donc, nos stratégies d'expansion tiennent compte aussi de certaines réalités en fait locales. Voilà. Quand on a dit tout ça, EUC c'est une force de plus de 6 000 personnes. C'est 350 collaborateurs engagés au sein de l'organisation à divers niveaux. On a déjà une gouvernance établie. On y accède par recommandation. Donc du coup, on a un processus hyper renforcé de membership. On ne devient pas membre qui veut. Donc il y a des règles qui font que tu es membre de l'organisation, auquel cas ça ne marche pas. Très bien. Donc du coup, il y a déjà ça, la confiance. Et puis ensuite, il y a 8 mois, justement, au-dessus de créer le Lion. Voilà, je pense que tu t'es... J'étais là, j'étais présent. Tu étais présent au lancement du Lion, voilà. Donc, mais quand on crée le Lion, on le crée pourquoi? On le crée comme un actif qui va nous permettre de renforcer notre gouvernance. C'est d'abord ça l'histoire du Lion, qui va nous permettre de renforcer notre gouvernance. Voilà. Donc c'est ça la vocation. Donc, du coup, le Lion joue plusieurs rôles. Et du coup, c'est juste en fait un facilitateur parce que tout est déjà en place, tout existe déjà. Et là maintenant, on est juste vraiment sur comment est-ce que je facilite le tout et comment je le rends accessible. Mais du coup, la technologie blockchain, on sait tous pourquoi, mais maintenant, comment tu pourrais expliquer aux gens pourquoi c'est cette technologie-là qu'on utilise? Est-ce que par exemple, on utilise, c'est quoi? Est-ce que déjà c'est des tokens? Est-ce que c'est des security tokens? Est-ce qu'il y a des tokens de gouvernance? Est-ce que j'ai un droit de vote dans l'entreprise lorsque je prends? Est-ce que j'achète directement une action de l'entreprise, du coup le security token? Ou est-ce que l'entreprise, elle va mettre à disposition en fait plus un utility token ou quelque chose dans le genre? C'est quoi? Parce que il y a tellement de choses aussi dans le monde de la crypto, même en étant quelqu'un qui travaille dedans, souvent on peut s'y perdre. Donc comment est-ce que tu fais pour accompagner des gens qui potentiellement ne travaillent pas dans le monde de la crypto et surtout qui n'ont pas le temps forcément de prendre tous les trucs, de tout lire et de tout connaître? Bien sûr. Alors, du coup, j'ai envie de te répondre à la première question. Ok. Alors, ta question c'est quels sont les avantages associés au Lion token? De façon générale, en fait, et classiquement, on a plusieurs catégories. Enfin, on a 3 catégories de cryptoactifs. Et le vrai terme, c'est même c'est pas crypto-monnaie, c'est cryptoactif. Le vrai terme. Donc, on a 3 catégories. Et en fait, cette catégorisation-là, elle a été définie justement par le règlement MiCA, qui a été adopté récemment le 20 mai de cette année-là, semaine dernière. Voilà. Donc, du coup, il y a ce qu'on appelle les tokens utilitaires. Donc, ce sont des tokens qui vont représenter un service, un produit de l'entreprise. Donc, quand tu achètes un token comme ça, en fait, c'est comme si tu avais acheté un produit futur de l'entreprise. Donc, tu vois, ça peut être un bon d'achat et tout ça. Ça, c'est le token utilitaire. Ensuite, le token securities, instrument financier, qui lui va représenter exactement un titre financier classique. Donc, c'est une action. Action. Voilà, action. Voilà. Et en la matière, la réglementation financière s'applique parfaitement. Très bien. Donc, il n'y a aucun souci. Ok. Ensuite, tu as les crypto-monnaies. Non, tu avais dit crypto-actif. Crypto-actif, c'est le thème générique. Ok, très bien. À l'intérieur, tu as les tokens utilitaires. Donc, usage. Crypto-monnaie. Tu as les tokens securities. Les securities. Instruments financiers. Et ensuite, tu as les crypto-monnaies. Exactement. Donc, les monnaies, en général, très bien, qui peuvent se référencer soit à une devise officielle, soit à un actif sous-jacent. Ça peut être la monnaie électronique, mais c'est une monnaie. Elle a une vocation paiement.
Ok. Et puis après, tu as cette catégorie NFT qui n'a pas encore été réglementée par MiCA. Mais Après, il y a token de gouvernance aussi. Justement, du coup, dans les tokens utilitaires, il peut y avoir un token de gouvernance. Ok. Les tokens de gouvernance. Quand on a dit ça, le Lior, lui, chez nous, correspond au token utilitaire. Très bien. Seulement, le Lior joue 5 rôles opérationnels, tu vois. Donc, aujourd'hui, si tu télécharges l'application maintenant qui est disponible, dont le lancement sera fait le 23 juin à l'Assemblée nationale. Ok. Je t'invite à être là. De toute manière, je sais que je serai là. Voilà. Voilà. Mais du coup, quand tu as le Lior, tu fais beaucoup de choses pratiques et ça t'enrichit. Donc, en fait, on est venu créer, si tu veux, une valeur supérieure. Pour faire un syllogisme, je dirais que le Lior, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Voilà. Ça vient juste pour corroborer tout ce travail qui a été bâti. Ok. Donc, il permet en fait il représente le membership. Donc, quand tu payes ton droit de membership à l'organisation, c'est avec le Lior Ok. que tu fais. Donc, c'est un token de membership. Ouais. Il joue ce rôle-là. Ensuite, c'est un token qui permet de faire la gouvernance. Ok. Parce que sur la plateforme, Donc j'ai le choix, je peux choisir voter. on vote. Ok, C'est-à-dire très que, bien. toutes les entreprises qu'on accompagne sont soumises. Mais du coup, juste pour aller un peu plus droit au but, genre, je vote pour EIC ou je vote dans l'entreprise dans laquelle EIC investit. Tu votes dans l'entreprise dans laquelle tu vas investir. Ok, En fait, donc EIC, c'est le moyen. d'accord, c'est le moyen et du coup je choisis par exemple, j'ai choisi l'entreprise de cacao en Côte d'Ivoire qui est cotée et donc qui sera dans la Lior Bank, dans la Lior ok. Bourse. Et du coup je choisis d'acheter un security de cette entreprise du coup comme une action Bien mais sûr. de manière plus simple. Ou une obligation, Ok. si tu fais du prêt. D'accord. Du coup, c'est là où ça devient intéressant et c'est là, je pense qu'on va vraiment rentrer dans à fond dans notre sujet. Ouais. C'est pourquoi c'est intéressant pour l'Afrique parce qu'en grosso modo, ça rompt des barrières. Ça rend des barrières. On règle la question de la gouvernance des entreprises africaines. Ouais. Déjà. On règle la question de la souscription, de la modélisation. On a développé en fait un système de notation financière et de valorisation de l'entreprise directement sur l'outil. Ok. Et on a mis en place, nos filiales sont en train d'être mises en place. Ok. Dans nos filiales, en fait, on a justement dans chaque filiale, on a des compétences. Ok. Donc on a un avocat, un fiscaliste, un expert comptable, un gestionnaire des acteurs Ouais. qui travaillent directement sur la néobourse. Ok. Voilà. Et ce sont ces personnes qui sont chargées en fait en permanence Ok. de pouvoir, je dirais, noter, évaluer l'entreprise à partir de la documentation, à partir des diligences stratégiques comme opérationnelles. Et à chaque fois, il y a un rapport qui est généré. Donc, ce rapport de gouvernance de l'entreprise est mis à la sagacité des membres. Ok. Donc, toi, tu vas poursuivre le rapport. Mais là, au final, le process, il est top et j'inviterai vraiment tous ceux qui sont intéressés à aller voir un peu plus. Mais si je ressens vraiment sur le fait aujourd'hui, donc l'Afrique, lorsqu'on avait commencé le premier point, c'était la faible capacité à avoir des capitaux. L'actionnariat. Et donc aujourd'hui, toi tu amènes une solution, mais pour d'autres personnes qui veulent construire sur la blockchain en Afrique, ou même pour des personnes qui sont de la diaspora, est-ce que c'est plus intéressant pour eux d'investir dans des projets crypto? Et pourquoi des projets crypto? C'est-à-dire quel type de projets crypto sont intéressants? Parce que Lior Bank, ça, c'est pas approuvé, j'ai vu, et c'est tellement bien backé que c'est vraiment quelque chose sur lequel moi-même je recommanderais d'aller dessus. Mais c'est pas un conseil en investissement, mais au-delà de tout ça, c'est comment est-ce que l'Afrique peut profiter de la blockchain pour pouvoir en fait devenir, grandir beaucoup plus sur créer son développement, mais et utiliser la blockchain. Alors donc du coup, la blockchain c'est une technologie de croissance, un vecteur de croissance, d'accord. La blockchain force l'innovation. La blockchain permet en fait la création de valeur additive pour l'entreprise, d'accord. Donc une entreprise qui opère dans le secteur du commerce, de l'immobilier, du transport,
de l'agroalimentaire, de la logistique, franchement, tous les secteurs, Ok. du domaine médical, de l'éducation, peut intégrer le vecteur blockchain dans son process. Ok. En y faisant, ça va apporter énormément de valeur à l'entreprise, donc du coup ça va d'abord apporter un champ d'innovation, certain, ça c'est vraiment le premier élément. La blockchain intégrée dans ce processus permet de faire accroître aussi la valeur de l'entreprise. Parce que derrière l'émission, derrière l'intégration du dispositif blockchain, il va y avoir un token, il va y avoir une clé privée, d'accord, il va y avoir ce qu'on appelle les cas d'usage. Tu vois, c'est là on fait le parallèle. Alors, beaucoup font la confusion, se dire, ah ouais, je fais la blockchain sur la crypto, non. Ouais, bah c'est ça le truc, c'est que aujourd'hui, déjà, tout le monde entend crypto-monnaie. Et le truc qui est drôle, c'est que souvent, quand on parle blockchain, moi je suis obligé de parler blockchain Web3 crypto-monnaie. Parce que même quand je dis aux gens, bah moi j'enseigne de la blockchain, les gens me disent, mais c'est quoi la blockchain? Et je leur dis, ah bah c'est la technologie qui porte les crypto-monnaies. Ah, les crypto-monnaies, oh, ok. Donc là, tout le monde connaît les crypto-monnaies. Tout le monde, en règle générale, a une méfiance envers les crypto-monnaies, surtout même en Afrique, parce que c'est des choses, ce qu'on ne comprend pas, mais c'est on a peur de ce qu'on ne comprend pas. Bien sûr, en fait, les crypto-monnaies, c'était la première application de la blockchain. Ok. Donc, il y a eu d'autres applications. Ouais. Il y a énormément d'applications, des cas d'usage. Ouais. Mais malheureusement ou heureusement, puisque très souvent, on va arrimer la crypto-monnaie à la blockchain, c'était le premier cas d'usage, mais il n'y a pas que. Donc, une entreprise ne peut pas forcément dans les crypto-monnaies. Une entreprise peut opérer dans la logistique, donc elle va intégrer dans ce processus la blockchain qui lui permettra par exemple de retracer par exemple tout un circuit de produits par exemple. On peut faire le vote via la blockchain pour authentifier en fait, garantir l'authenticité du vote, tu vois. On peut appliquer la blockchain un peu partout, mais c'est sûr, lorsque tu dis que tu as shifté un process sur la blockchain en fait, très certainement ta boîte prend de la valeur parce que c'est un instrument de valorisation. Ouais. C'est en ce moment, c'est en ce point majeur en fait que je pense que ça peut avoir un cas d'usage concret pour l'entreprise. Et même au-delà de ça, moi ce que je trouve vraiment intéressant pour l'Afrique, c'est cet aspect où on arrête certains intermédiaires. Parce que la plupart du temps, souvent sur des schémas, bah, tu as des intermédiaires qui sont ceux qui ont accès au marché. Et qui, on le voit par exemple pour le cacao. Le cacao pendant très longtemps, c'est que depuis quelques années, où c'est la Côte d'Ivoire qui décide du cours auquel le cacao est vendu. Mais la Côte d'Ivoire ne le décide même pas en plus. Et alors que c'est quand même un produit que la Côte d'Ivoire elle-même fait. Ouais. Alors que, et je pense que si aujourd'hui on avait la capacité à réellement de ce que le cacao aille directement du torréfacteur, et si qu'il y avait plutôt de l'agriculteur au torréfacteur à la personne qui le fait, mais qu'on pouvait aussi avoir une vision très claire de où est-ce qu'elle est créée la valeur, qui a été rémunéré à quel point, je pense que là on serait vraiment sur quelque chose d'équitable. Exactement. Et on serait certainement sur quelque chose où on peut réellement amener de la croissance. Le point, moi, de la blockchain que j'aime beaucoup, c'est cet aspect, comme tu l'as dit, c'est qu'effectivement, dans un premier temps, tout le monde pense que la blockchain c'est les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, comme tu l'as super bien dit, les crypto-monnaies, c'est la première utilisation de la blockchain. Maintenant, aujourd'hui, il y a tellement de choses qui font que aujourd'hui, si on arrive à les appliquer et si on les met en place, et tu l'as très bien dit, c'est un élément de croissance incroyable. Incroyable. Moi, je pense qu'il y a un travail de communication à faire, tu vois. Justement, via ton podcast et aussi d'autres médias, c'est de sensibiliser la population sur le fait que, bien attention, la blockchain, c'est pas que la crypto-monnaie. Tu vois, c'est cette mauvaise communication. Il y a un travail de formation aussi, comme tu as. Même il y a un peu de formation, mais c'est justement cette méconnaissance, cette désinformation, je dirais même la mauvaise communication, qui a fait que la finance est devenue une affaire de riches. Tu vois, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de la finance. Parce qu'on communique en finance lorsque tout va mal. Tu vois, c'est comme aujourd'hui, on prend le cas de la SVB, la Silver Bank. Silicon Valley Bank, Exactement. Depuis des années, elle faisait des gros chiffres. On n'en parlait pas. On n'en parlait pas. Mais dès l'instant où il y a un petit crash, tout le monde en parle. Tu vois. Et du coup, cette communication négative. Elle crée de la peur, elle crée de la distance. Je vois. Tu vois, et ça, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais tu vois, il y a un problème de communication là. Ça fait que 80% de la population mondiale, en fait, a peur,
tu vois, de la finance. Donc Ouais. du coup, c'est 5 ou 10% qui contrôlent tout. Tu vois, Total. voilà, pendant que tout se passe bien, ben, il y a un petit noyau qui sont est là, enrichis. qui sont enrichis, Mhm. et là-bas, c'est pas. Et quand il y a un scandale, mais c'est un scandale, Ouais. c'est pas la fin du monde, et ça arrive quelque part. Ouais, mais le truc, je pense aussi qui fait peur aux gens, c'est que pour une fois, les gens se retrouvent avec parfois même des gros gains. Mm. Et ça aussi, ça fait peur parce que c'est pas commun. Et ils se disent, mais il est où le poteau rose? Qu'est-ce qui. Il est où, elle est où la douille? Et Donc là, à quel moment est-ce qu'on va me dire, ah, je t'ai eu? et là, tu parles des crypto-monnaies, c'est ça? Là, je parle des crypto-monnaies, tu vois. Alors, Parce que ça monte d'une manière fulgurante. ouais. Comment toi tu l'expliques, par exemple, parce que tu es un expert quand même, qui explique ça à aux personnes qui font partie de ta corporation, comment tu leur expliques? En fait, en matière de finance de marché, il y a Ouais. vraiment de l'offre et de la demande. Ouais. Tu vois, il y a la fameuse loi de Metcalfe aussi qui était un scientifique qui a travaillé en tout cas voilà, sur le réseau, sur la valorisation des actifs dans les réseaux. Mais il y a beaucoup de facteurs qui font qu'un actif prend de la valeur. Ok. Mais moi, mon conseil, franchement, mon conseil, il faut regarder. Alors, tu sais quoi? Ouais. On va garder cette partie-là. On va passer à la partie conseils et liens sur l'actualité. Très bien. À tout de suite. Du coup, on est de retour. Et donc là, on va parler déjà, on va faire déjà juste un petit aspect sur l'actualité. Actuellement, la crypto, donc on est toujours en dessous du range des 30 000. Qu'est-ce que tu en penses actuellement du marché des cryptoactifs, du marché de la blockchain actuellement? Mais je pense qu'on est rentré dans une phase de bear market assez sévère. Hein. Ouais. Oui, assez sévère avec tout ce qu'on a vu aussi derrière. La baisse du Bitcoin, la mauvaise presse, le crash de plusieurs plateformes, Celsius, FTX. Aujourd'hui, les banques crypto, enfin, qui sont crypto-friendly. Donc il y a eu quand même ça, mais pour moi c'était des événements assez intéressants. Ok. Pourquoi? Du point de vue de l'investisseur, parce que c'est justement quand les marchés sont bas qu'il faut investir. Ok, effectivement. Voilà. Ouais. Et la volatilité. Mais c'est contre-intuitif parce que la plupart du temps, quand je me dis quand c'est en train de se casser la gueule, quand tout est en train de tomber, c'est pas à ce moment-là où je vais mettre mon argent dans quelque chose qui est en train de tomber. Ah, mais si, il faut avoir le mindset, parce qu'on achète quand c'est bas. Ouais. Tu vois, c'est encore ça, ce que je disais tantôt au passage. La communication financière fait que les gens ils ont peur. En fait, le principe de la richesse, le principe de la volatilité, c'est ça, c'est la tendance. Donc, lorsqu'on est dans une tendance baissière, baissière, c'est vraiment le bon moment pour remplir en fait davantage parce que lorsqu'on reprend de l'ascension, comme ce qui se passe maintenant, on va recommencer à remonter en fait, voilà, pour mieux tirer profit, tu vois. Donc faut tirer profit en fait des tendances, qu'on soit en tendance baissière ou même en tendance haussière. Donc, Ok. D'accord. Donc, du coup, là actuellement, moi aussi j'aime bien cette partie déjà de 1. C'est peut-être très bizarre, mais je préfère le bear market. En tant que quelqu'un qui travaille dans le secteur de la blockchain, et beaucoup de ceux qui travaillent dans le secteur de la blockchain, on préfère ça parce que c'est le moment où il n'y a pas beaucoup de bruit, les choses vont à une vitesse, ça va quand même vite, mais à une vitesse raisonnable où nos cerveaux ils peuvent suivre, et surtout, il n'y a pas toutes ces personnes où ça ne devient pas le sujet du dîner de famille. Parce que souvent, le problème c'est qu'on est en bull market, t'as tout le monde qui est en train d'en parler. Oui, alors, moi j'ai entendu ça, c'est quoi tes conseils? Est-ce que ton truc fonctionne? Et en fait, tu deviens le sujet de tous les dîners de famille. Absolument. Tout le temps, de tous les dîners avec tes amis. Tu penses que et tu deviens le conseiller, tu penses que même sur des trucs où tu n'as même pas la compétence et tu sais pas du tout. Tu sais quoi, en finance on dit l'argent n'aime pas le bruit. Voilà. Là. Sérieusement, c'est bien la tendance bien market. Ouais. Et le bear market, ça permet en fait juste de solidifier les bases, de travailler de la bonne manière et de faire monter les choses. Et ça, vraiment, moi, je suis fan. C'est un retournement de saison. Ouais. Et c'est très important, il faut ça. Et quand ça ça arrive. d'épurer. Tu vois, ça épire, ça enlève les mauvais acteurs, on les a vus, FTX, Bien sûr. on a vu Celsius, on a eu plusieurs. On a eu plusieurs qui étaient présents et qui, au final, ça a épuré pour permettre de renforcer les vrais. Ouais. Voilà, et c'est le caractère cyclique des marchés. Enfin, ce qui s'est passé en fait a un caractère cyclique. Donc, pour l'investisseur, avoir la logique des marchés cycliques, c'est très important. Ça te permet de te positionner à chaque fois. Et puis, de ne pas t'affoler
Tu parlais des conseils. En termes de conseils, en fait, on n'investit pas avec l'émotion. On investit avec l'intelligence, la raison, la stratégie, le recul. Ok. Voilà, donc. Alors, rentrons dans les conseils. Du coup, toi, ton conseil, c'est on n'investit pas avec l'émotion. Oui, ça, c'est la règle numéro 1. On n'investit pas avec l'émotion. Pourquoi? Puisque l'émotion, tu sais, l'émotion, on dit là où se trouve ton cœur, se trouve ton argent. Tu vois, si ton émotion, en fait, ton émotivité est atteinte, tu es atteint. Ouais. Parce que non, c'est là où se trouve ton argent, se trouve ton cœur, tu veux dire. Voilà, là où se trouve ton argent, se trouve ton cœur. Ok, très bien. Tu vois, et dans ton cœur, il y a l'émotion. Tu comprends? C'est pour ça qu'on dit qu'on n'investit pas avec l'émotion. Ouais. Voilà, on investit plutôt avec la raison, avec la stratégie, à froid, déjà de base. Il ne faut pas être trop gourmand, il faut être raisonnable. Donc il faut y aller avec beaucoup d'aspects. Donc ça, c'est une première règle. La seconde règle, il faut se connaître soi-même. Totalement. C'est très important. Il faut connaître absolument son profil d'investisseur. Vous êtes quel type d'investisseur? Ok. Voilà, donc, effectivement. Et ça, quand je fais de la gestion de patrimoine, c'était le BAVA. C'est-à-dire que quand on commence avec un client, on commence sur c'est quoi votre profil d'investisseur. Est-ce que vous avez un profil défensif, offensif, bon père de famille. Et après, c'est bien le profil, mais il y a aussi le temps. Bien sûr, donc l'horizon de placement qu'on va avoir pendant combien de temps risque, aussi. La connaissance du produit. Donc tout ça fait partie de la connaissance de son profil. C'est très important, c'est un second conseil. Et où est-ce qu'on se forme sur ça? Alors en vrai, les plateformes qui proposent des instruments financiers doivent vous proposer en fait la connaissance de soi. Ça fait partie par ailleurs des exigences de MiFID, du règlement des marchés financiers, européens des marchés financiers, c'est une exigence. Au niveau de EUC, de notre organisation, on le fait aussi. Ça fait partie de la formation. On forme les personnes à connaître leur profil d'investisseur. Et d'ailleurs, on a intégré le profil sur l'année au Boost. Donc c'est visible. Voilà, c'est le second conseil. Top. Troisième conseil assez important, il faut connaître l'économie derrière le produit. Ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez investir, que ce soit dans une crypto ou même dans un projet, dans une entreprise, il faut connaître en fait l'actif, il faut connaître comment la valeur se crée. D'accord, mais ça c'est compliqué. Alors, c'est pas compliqué en fait. Moi qui regarde pas les trucs, c'est compliqué si je suis pas le nez dedans tout le temps. Non, mais en fait, c'est du bon sens. Je parle pour les autres, ou même pour moi-même. Mais bien sûr, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça finalement. Pourquoi? Parce que c'est d'abord du bon sens. Oui, mais du bon sens. Bon. Toi, tu travailles dedans, donc forcément, c'est du bon sens. Non, je le dis parce que ça, c'est pas de la technicité là. Ok, d'accord. Moi, par exemple, je peux dire que j'ai pas de connaissance dans le nucléaire. Oui. C'est pas mon domaine. Totalement. Mais si demain, il arrive que je dois investir dans le nucléaire, par exemple... Donc je suis sûr que tu es capable avec ton CV, tout ce que tu fais déjà. mais en fait, là, tu me fais la là où je veux arriver en fait, c'est-à-dire, peu importe le secteur, je peux ne pas connaître le secteur. Mais si je sais que je vais mettre des billes dans ce secteur-là, tout de suite, j'ai mon process de question de Voilà. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, je veux finalement comprendre comment l'argent se crée dans le nucléaire. Mais du coup, en fait, investir, c'est un travail. C'est un travail. C'est un métier, c'est un travail, c'est du bon sens avant tout. C'est de la raison. C'est ça, ceux qui ont perdu beaucoup d'argent, pas tout le monde, mais la majeure partie de ceux que je veux faire avoir. Dans des systèmes Ponzi, à la Madoff, même on en parle encore dans d'autres formes de placement et tout, quelque part c'était la cupidité. Tu vas vouloir trop gagner. C'est le petit truc, tu vois. Vouloir trop gagner, je pense que tout ça parle à tout le monde. Moi, j'ai eu mes déboires dans le marché des cryptos. Exactement. Donc, et ça, en fait, c'est un élément qu'on va retrouver dans beaucoup de situations. Des personnes ont perdu de l'argent par exemple, tu vois. Mais voilà, encore ça revient encore à la connaissance du produit. Donc moi je dis qu'il faut connaître l'économie derrière. Il faut avoir une approche fondamentaliste. Qu'est-ce que c'est aussi l'approche fondamentaliste? C'est-à-dire tu as plusieurs types de stratégies. Moi personnellement, j'applique l'approche fondamentaliste. C'est vrai qu'aujourd'hui, on investit dans beaucoup d'entreprises, via les cryptos et tout, mais c'est pas le mot crypto dans lequel je vais investir. J'investis avant tout dans une entreprise qui derrière va récupérer les fonds
pour développer son exploitation. Ah, ok. C'est vraiment cette logique-là. Voilà. Ok. Donc, une fois que tu as cette approche de l'économie réelle, là, Ok. finalement, tu comprends. Et tu es motivé à le faire. C'est exactement là, je ne te parle du LIOP, ne pas faire la pub. Ouais. Mais tu vois que le LIOP a des cas concrets opérationnels. Ouais. Donc, forcément, il y a une valeur derrière. Totalement. Voilà, c'est ça, l'aspect d'une crypto-monnaie, mais c'est soutenu en fait par un modèle économique viable, fort, Ok. fondamentaliste. Top. Donc, il faut être fondamentaliste. Ok. Voilà. Et puis, enfin, il faut respecter les lois de la richesse. Les lois, tu as dit, on va pas revenir dessus, mais les 5 lois. mais les 5 lois, effectivement, sincèrement, ça c'était parfait. Un dernier conseil pour l'Afrique. Ben, je pense que l'Afrique, c'est des place to be, Mhm. on ne le dira jamais assez. Mhm. S'il y a un continent qui va absorber la croissance mondiale, c'est bien l'Afrique. Ok. On le voit aujourd'hui du point de vue de la géopolitique, Mhm. comment les forces internationales voilà, s'affrontent et confrontent sur le terrain. Mhm. En principe, le gros bénéficiaire de toute cette guerre économique doivent être les Africains. Ok. Donc, je pense que le continent arrivera à changer en fait son blason, sa surface, par la promotion des entrepreneurs champions. Top. Il n'y a que par cette voie-là en fait qu'on va réussir à changer, changer le continent. Donc mon conseil c'est vraiment d'engager les jeunes africains en fait à créer des projets, à créer... Sur la blockchain ou pas, mais au moins créer. Forcément sur la blockchain, Ouais. à partir de la blockchain. Ok. Parce qu'à partir de la blockchain tu peux tout faire. Bien Tu sûr. parlais de Web 3, Ouais. il y a le Web 2, il y a le Web 1. Aujourd'hui, la plupart des boîtes, c'est le Web 2, mais le Web 3, c'est l'infrastructure blockchain. Ok. Là, je peux lancer mon usine de fabrication de bouteilles d'eau sur la blockchain. Donc, il faut vraiment que la blockchain soit la base de toute création à partir de maintenant. Ok. Achille, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Merci à toi. C'était vraiment riche, très qualitatif. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.